Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne pour un nouveau point Blender. Donc aujourd'hui on va attaquer la session 3 sur les normales pondérées, les résolutions, l'optimisation et l'organisation d'un projet. D'accord. Donc du coup on va se retrouver donc sur Blender, donc vous pouvez télécharger en description donc le fichier avec cette scène qui est vraiment très simple, juste pour suivre un petit peu les explications au fur et à mesure. Donc là on a un cube, et du coup les normales, qu'est-ce que c'est? Donc les normales, comme je l'ai montré sur les axes, ont une importance de direction, d'accord, parce qu'elles indiquent la direction de la géométrie dans le monde. Et du coup pour les afficher, vous avez ici donc le petit menu en haut, en fait à droite ici, pour cocher l'orientation de face. Donc l'orientation de face, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que les faces bleues sont positives, donc elles sont dans le bon sens, dans le bon sens par rapport au monde, et les faces rouges, quand vous avez des faces rouges comme là, CTRL-SHIFT-N, quand vous avez des faces rouges, elles sont inversées, puisque là, ça veut dire qu'elles sont à l'extérieur, d'accord? Donc du coup, quand je rentre dans ma géométrie, mes faces à l'intérieur sont bleues, et à l'extérieur, elles sont rouges, donc elles sont inversées. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand je vais faire des modélisations, par exemple, et que j'ai des faces inversées que je n'ai pas vérifiées, d'accord? Comme là, c'est le cas, hein. CTRL-SHIFT-N, je vais l'inverser volontairement, vous voyez? Donc là, j'ai une face rouge sur ma géométrie, que je n'ai pas vue, parce que j'ai pas coché l'orientation de face, et là, du coup, je veux faire un biseau, bah qu'est-ce qui se passe? Mon biseau ne marche pas. D'accord? Parce que j'ai une face inversée. Donc là, il va tenter de faire un biseau intérieur, et ici, un biseau extérieur. Et du coup, j'ai un problème de géométrie. Vous voyez? Donc là, ça me déforme mon objet. D'accord? Donc là, j'ai les faces, vous voyez, en fait, un biseau inversé, donc du coup, c'est complètement pété. Alors que si mes faces sont positives, donc elles sont recalculées, donc CTRL-N pour recalculer les normales, là, j'ai mon biseau propre. Ok? Donc ça, c'est la première étape, en fait, donc l'importance de vérifier vos orientations de face, même si Blender vous les affiche alors qu'elles sont inversées, hein. CTRL-SHIFT-N, là, j'inverse mes biseaux, vous voyez? Il me les affiche quand même, hein, elles sont propres, elles sont là. Si je coche l'orientation de face, moi je sais qu'elles sont inversées parce que je viens de le faire, mais si je ne coche pas cette option, j'ai aucun moyen de le savoir, à part si j'ai des problèmes de modélisation, et que je rencontre des problèmes, bah voilà, comme tout à l'heure je vous ai montré, pour le biseau, et que du coup ça fonctionne de façon très étrange. Ok? Donc très important de recalculer les faces. Donc les raccourcis pour recalculer les faces, c'est CTRL-N pour les recalculer de façon positive, CTRL-SHIFT-N pour forcer l'inversion. D'accord? Si vous n'avez pas accès à ces raccourcis-là, donc CTRL-N et CTRL-SHIFT-N, vous pouvez les retrouver ici dans le panneau Mesh, normal, et du coup vous avez ici recalculer à l'extérieur, vous voyez, et recalculer à l'intérieur, pour forcer le recalcul des faces à l'intérieur. Comme ceci. Ok? Donc pour ma part, c'est CTRL-N, CTRL-SHIFT-N. Si vous ne l'avez pas, c'est dans le menu. Ok? Une autre façon de vérifier les normales, c'est ici, donc en cochant, donc en mode édition, hein, toujours. Vous avez ici donc la possibilité de cocher donc les normales des vertex, les normales des vertex split. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc on va juste refaire un cube propre, sans biseau. Un cube, j'ai dit. Hop. Voilà. Et du coup, donc les normales, en fait, donc des vertex, c'est l'orientation des vertex. Comme je vous ai montré hier par rapport aux axes, quand on est en mode edit et que du coup on active donc les normales des vertex, je peux voir l'orientation, vous voyez, grâce à la petite ligne bleue, l'orientation de mes vertex. Donc là, si je passe en mode vertex et que je veux déplacer sur l'axe Z, bah là, il va monter sur l'axe global. Donc il faut cocher normal, comme je vous ai montré hier. Et là, si j'appuie sur Z, ils partent dans la direction des normales. D'accord? Donc très important de connaître la direction de ces normales pour pouvoir bouger son mesh comme on veut, quoi. Ok? Ensuite, on a ici, donc du coup, la possibilité d'afficher donc les normales splits. Donc les normales splits, c'est quoi? C'est les normales sur l'axe global, d'accord? Donc c'est X, Y, Z, et c'est leur position dans le monde, d'accord? Donc là, sur GX, vous voyez, ils partent vers l'avant, GY, ils partent sur le côté, et GZ, ils partent vers le haut. Vous voyez, donc ça correspond aux trois axes rouges qui sont là, d'accord? Donc ça, c'est les normales splits. Et ensuite, on a donc les normales des faces, voilà, pareil, qui sont représentées par des petites lignes bleues sur les faces, et du coup qui me permettent de savoir l'orientation de mes faces. Si celle-ci, par exemple, est inversée, donc CTRL-SHIFT-N pour l'inverser, on voit que du coup ça m'a inversé donc les normales de mes vertex, vous voyez, j'ai une normale de vertex à l'intérieur, qui est ici, bon on la voit pas parce que là j'ai mes faces, mais si je supprime mes faces, on la voit, vous voyez, elle est là, elle part vers l'intérieur, et du coup, j'ai ma normale de face qui part vers l'intérieur. Donc si j'oublie d'activer l'orientation de face, j'ai quand même cette option-là pour voir mes traits. Et du coup, les traits, vous pouvez les agrandir ici, autant que vous voulez, hein, du coup, pour les voir de façon un peu plus précise. Ok? Voilà, donc ça c'était pour les normales, donc voilà, point très rapide, mais très important, corrigez vos normales, sinon ça vous fait des déformations de géométrie, et ça peut vous poser des problèmes de texturing. Ensuite, on va parler des normales pondérées. Donc les normales pondérées, qu'est-ce que c'est? Quand je fais un biseau sur un mesh, donc là je vais désactiver les normales pour l'instant, hop, en mode edit, on décoche tout ça,
Et là, je veux faire un biseau. Donc, je fais un biseau, voilà, j'arrondis ma forme. Du coup, c'est propre, mais je veux pas voir ma géométrie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit et du coup, je fais ombrage lissé. Et là, c'est lissé. Donc, je me dis, bah, c'est bien, là c'est propre. Mais non. Ce n'est pas propre, pourquoi? Parce que regardez, en fait, ici, le défaut d'ombrage et le défaut de lumière que j'ai sur la droite, hein, c'est une mauvaise direction de normale. Quand on fait un biseau, en fait, donc on le fait de façon manuelle, mais quand on active donc le lissage des normales, ça c'est un lissage des normales, un ombrage lissé c'est des lissages de normales, ça va lisser la géométrie. Donc nous, de base, on fait un ombrage lissé, après on va ici donc dans les vertex, on va dans normal, justement pour les corriger, puis on se dit, bah tiens, je vais auto-lisser toutes mes normales jusqu'à 89 degrés. Donc pourquoi 89? Parce que j'ai des surfaces planes et du coup je ne dois pas les aplatir, d'accord? Mais ça ne change rien, vous voyez? Ça change strictement rien par rapport à mon défaut d'ombrage. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas suffisant. Il faut tirer les normales dans le bon sens. Et ça, on le fait grâce à un modificateur, donc normal pondéré. Et là, je tire sur mes normales à 100% pour indiquer que là, c'est plat et là, c'est rond. D'accord? Là, j'ai pas besoin d'arrondi ici, puisqu'elle est plate. Mais là, par contre, j'ai besoin d'arrondi. Et là, j'ai mon mesh qui est propre. D'accord? Donc l'importance de ça, en fait, c'est que par exemple, supposons qu'on ait une géométrie un petit peu plus complexe que ça. Donc là, j'ai un cylindre. Mon cylindre, donc je le remonte sur Z, donc je vais faire GZ1, voilà, je le place au sol. Là, je fais un biseau, donc là, je vais pas parler d'Engone, hein. Là, on parle juste de la géométrie. Voilà, je fais mon biseau, tac, voilà, il est arrondi, c'est cool. Et là, je veux lisser, donc je lisse, et là, un gros défaut d'ombrage ici, vous voyez. Donc la plupart le laissent, hein. J'avais vu beaucoup de personnes le laisser parce qu'ils savent pas, et c'est normal. On peut pas savoir les choses comme ça. Mais là, vous voyez, j'ai un gros défaut d'ombrage. Donc ça, c'est pas bon. Quand je vais texturer mon objet, il sera joli, certes, avec ma texture, mais il ne sera pas propre. Et là, si j'active mes normales pondérées, bah, bizarrement, donc là, j'active l'autolissage, hein, très important d'activer l'autolissage. On va le mettre à 89 degrés. Je tire sur mes normales pondérées, et là, vous voyez, en fait, ça prononce encore plus mon défaut. Pourquoi? Parce que là, j'ai un déséquilibre de géométrie. Et ça, c'est très important de savoir que les vertex, donc la géométrie en soi, a du poids. D'accord? Donc, je vais pas rentrer dans le détail des poids de vertex, hein, parce que c'est pas le sujet de cette session, mais les vertex, donc les points, ont du poids, d'accord? Ont une importance. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points, fois tout le diamètre de mon cercle, d'accord? Donc, du coup, j'ai une multitude de points qui donnent du poids à ma structure en haut. Sauf que ça déséquilibre celle d'en bas. Vous voyez, en bas, j'ai pas le même poids. Donc, pour corriger ça, pour corriger mes normales, il faut que je fasse exactement le même équilibre en bas que en haut. Donc, je vous dis pas de faire le même biseau. Je vous dis juste de mettre le même nombre de vertex, vous voyez. Suffit de mettre un CTRL B, donc de faire un biseau, un tout petit biseau pour arrondir ma forme en dessous. J'ai équilibré mon mesh, et là il est propre. Ok? Maintenant je peux le modéliser, donc là je vais faire des loops, voilà, je rajoute des loops, tac, je repasse en quad. Là je fais une extrusion, hop, voilà, là je fais une extrusion encore, et là, ah bah, tiens, c'est encore tout déformé, là j'ai des gros défauts d'ombrage, vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai pondéré mes normales, donc elles sont équilibrées, mais j'ai un déséquilibre ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné la même importance de poids. Donc là, je dois lisser mes arêtes, donc les biseauter, hein. Donc le biseau est très important, vraiment, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, je comprends, hein, c'est pour une optimisation de géométrie peut-être, mais c'est important de lisser, vous voyez, de corriger sa géométrie. Et là, j'ai des normales pondérées propres, contrairement à là où c'est tout déformé. Si je fais la même chose ici, je vais dire, bah tiens, je vais juste adoucir mon angle là, quoi. J'ai que adoucir là. Ça sert à rien d'adoucir la cime. Oui. Effectivement, j'ai corrigé ce défaut-là, mais j'ai pas corrigé mon défaut ici. Et là, j'ai un gros défaut d'ombrage. Vous voyez? Il le split en deux. Il comprend pas le poids de vertex, parce qu'il n'est pas équilibré. Donc là, je refais ma manip. Hop, voilà. CTRL B. Hop, je corrige. Et là, c'est propre. Vous voyez? J'ai une géométrie propre, claire et équilibrée. Donc très important de corriger vos normales, de les pondérer, d'accord? Donc de les retirer dans le bon sens et d'équilibrer votre géométrie toujours. Les géométries déséquilibrées sont déséquilibrées. C'est comme si vous mettez des poids dans une balance et du coup bah voilà, la balance est plus lourde à droite, bah elle va tomber à droite, quoi. Là c'est pareil. Si ce n'est pas équilibré, le poids va se tirer vers là où il y a plus de poids et du coup ça va déformer la texture et pas la géométrie mais la texture en tout cas de votre base, d'accord? Tout simplement. Donc très important, les normales pondérées. Ok? Pour le troisième point, donc là on va parler des résolutions, donc voilà la différence entre 1K, 2K, 4K. Donc déjà la différence c'est au niveau du poids, d'accord? Donc les poids des textures sont considérablement doublés, voire
triplé par rapport à la résolution. Donc ici, par exemple, sur du 1K, on est à 8 mégas pour la texture. Sur du 2K, on est à 17 mégas. Et sur du 4K, on est à 72 mégas. D'accord? Donc ça passe vraiment de façon exponentielle. Donc vraiment très attention quand vous optimisez votre scène, quand vous voulez travailler au niveau du texturing, posez-vous la question, jusqu'à où je vais voir mes objets, d'accord? Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont à côté? Voilà. Ils sont où, mes objets? Et là, si je repasse en mode rendu, regardez. Je vais vous montrer donc la différence de résolution. C'est que là, on a du 1K, d'accord? 2K, 4K. Là, je suis sur mon mesh 1K. Là, c'est le 2K, là, c'est 4K. À cette distance, est-ce que vous pouvez faire la différence? Non. D'accord? C'est impossible. Par contre, si on zoome un peu, bah là, toujours pas, hein, je peux pas trop faire la différence, hein, je vois pas, enfin voilà, c'est pas ouf. Par contre, si je zoome au niveau d'une photo macro, là, je vais commencer à voir la résolution, vous voyez? Là, je vois ma résolution, là, c'est un peu mieux, parce que je suis sur du 2K pour des zooms, hein. Et là, sur du 4K, je suis encore mieux, parce que du coup, bah, je suis vraiment proche de mon mesh, hop, et du coup, là, j'ai encore une meilleure résolution. Mais ça sert à rien de mettre de la 4K si vous êtes là. Vous voyez? Même là, ça sert à rien. Vous passez sur de la 2K à la limite. Mais si vous êtes encore plus loin, mettez que de la 1K. Donc si vous mettez du rendu, en fait, comme ça, voilà, donc là je suis avec ma caméra, tac, je mets voilà, ma caméra, je place ma caméra dans ma vue, hop, je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire un rendu de la texture, mais de façon vraiment très précise. Là, oui, je vais passer sur du 4K pour montrer l'importance de la texture et sa beauté. Par contre, si je suis là, je prends mes 3 cubes, parce que voilà, c'est une vignette, peu importe, c'est ma scène, bah, c'est rien que je passe sur du 4K. Là, que j'ai 3 fois le même cube, ici, donc Shift D, GX, 3, Y, excusez-moi, Shift R, voilà, que j'ai 3 fois le même cube en 1K, est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce que j'avais avant? Non. C'est, encore une fois, par rapport à la distance de la vue. Donc il y a des logiciels comme Unreal qui le font très bien, l'optimisation de texture en fonction de la distance, qui vont réduire la résolution de votre texture si vous êtes loin, si vous êtes proche. Ça, c'est intéressant. Blender ne le fait pas, d'accord? Mais voilà, il faut que... Faut juste vous poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je texture en 4K alors que je suis loin de mon objet? Non, pas du tout. D'accord? Donc ça, c'est la première étape d'optimisation. Ensuite, pour optimiser votre scène, donc on m'a posé la question comment faire pour optimiser la mémoire vive, vous voyez qui est ici, et la mémoire graphique qui est utilisée par votre blend. Et là, ça concerne le nettoyage de votre blend. Quand vous avez un objet sur la scène et que du coup vous le supprimez, d'accord? Donc là, je dis, bah tiens, j'ai constaté que effectivement ma 4K et ma 2K ne servent à rien, donc je vais garder ma 1K, mais bizarrement, j'ai toujours 1 giga de mémoire nécessaire, alors que je viens de supprimer les mèches, et j'ai toujours 2 gigas de mémoire graphique. Pourquoi? Parce que Blender garde en mémoire les informations que vous lui donnez. Donc pour les nettoyer, on fait comment? On va dans Fichier, Nettoyer, et on nettoie toutes les étapes qui sont ici. D'accord? Comme un peu les nettoyages de géométrie. Donc ça, on en parlera par la suite, les nettoyages de géométrie, mais il faut nettoyer votre blend tout le temps. Donc, je vous invite à le mettre sur les quick favoris, d'accord? Donc, qui est accessible avec la touche Q. Comme ça, vous avez accès directement, vous tapez sur Q, j'ai mes étapes de nettoyage. Donc, je viens de supprimer un mesh, ok. Je nettoie mes blocs de données. Voilà, vous voyez, ça m'a enlevé 4 matériels, 9 mèches et des textures. Je continue, hein, tant qu'il y en a, je continue à les faire la même étape, en boucle, d'accord? Vous voyez, là, il me supprime les images. Là, il me supprime maintenant plus rien, voilà. Là, c'est marqué en bas, hein. Il n'y a plus d'orphelin à enlever, ok. Je passe à l'étape 2. Non, il n'y en a pas. Ok. Étape 3, il n'y en a pas. Étape 4, il n'y en a pas. Étape 5, il n'y en a pas. Étape 6, il n'y en a pas. D'accord? En général, c'est que l'étape 1. Mais voilà, faites-les toutes, on sait jamais. Et là, vous voyez ma mémoire? Je suis passé de 1 Go à 187 mégas de mémoire RAM et à 1 Go 8 de mémoire graphique. D'accord? Donc ça, c'est plus par rapport au rendu, en fait. Hein, quand le rendu est activé, ça va prendre des ressources ici. Mais ça réduit considérablement la mémoire nécessaire pour afficher les informations au niveau du rendu. D'accord? Donc très 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 important, cette étape d'optimisation de RAM et de mémoire vive. Voilà. Ensuite, on va parler donc maintenant des collections et de l'organisation d'un projet. Donc là, je vais supprimer toutes mes collections, d'accord? Voilà, on va garder juste la caméra et puis le... Voilà, on va rien garder du tout, en fait, on va juste recréer des mèches, voilà. Donc pour l'organisation des mèches, en fait, quand vous avez donc du coup plusieurs mèches sur la scène, hein, donc là on va créer voilà, une icosphère, un cône, un tor, etc. Hop, un torus, voilà, donc je les décale un peu partout. Hop, voilà. Toc. Voilà, je place mon éclairage, voilà, donc toc. Je place mon plan de sol, voilà, donc j'ai fait ma scène un peu plus grande, voilà, nickel. Et là, je vais, je sais pas, voilà,
placer ma caméra, par exemple. Ok? Je place ma caméra. Du coup, j'ai ma caméra. Donc je place ma caméra au niveau du rendu. Et là, je me dis, bah tiens, mon projet, il est sympa, mais par contre, c'est un peu le bazar, parce que j'arrive pas trop à m'y retrouver. Et du coup, bah, j'ai besoin d'organiser un peu tout ça. Comment je fais? Bah du coup, vous avez des collections sur Blender qui sont vraiment très pratiques. Donc pour mettre quelque chose dans une collection, vous avez juste à le sélectionner sur l'outliner. Donc l'outliner, c'est la liste qui est ici. Je fais un M, donc M comme maman, hein, pas N, M, et du coup je clique sur nouvelle collection, donc je crée une nouvelle collection en ayant sélectionné mon objet, et là je le renomme comme je veux, donc là ça va être mon cube. Ok. J'ai créé ma collection cube, et maintenant cette collection me permet de faire quoi? Bah, elle me permet de la décocher, si je ne veux pas l'impacter, d'accord? Je peux la décocher pour l'afficher ou l'enlever de la scène, en sachant que là, la case, quand vous la cochez, elle désactive tous les paramètres qui sont sur la droite. Par contre, si j'ai besoin juste de la désactiver au niveau de la vue, je décoche l'œil pour plus voir mon objet. Si je veux pas le voir au niveau du rendu, je décoche la caméra. Après, vous avez d'autres options pour enlever la sélection et pour enlever le viewport. D'accord? Donc moi, en général, je coche les 4. Hein, comme ça, j'ai ma sélection, ma vue, mon viewport et mon rendu. Mais là, si je décoche maintenant ma petite flèche, regardez sur la collection, je ne peux plus sélectionner mon cube. J'aurais beau faire ce que je veux. Voilà, là je sélectionne tous mes objets, mais le cube ne se prend pas, vous voyez? Parce que il n'est pas sélectionnable. Et ça, c'est important de l'avoir parce que du coup, ça vous permet de ne pas bouger vos mèches de façon hasardeuse, parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas fait gaffe. Et du coup, le fait de décocher la petite flèche, ça veut dire que mon mesh est validé, il est propre. Du coup, je ne peux pas le sélectionner. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'impacter. Je suis sûr de ne pas revenir dessus, de faire des duplications sans faire exprès, de faire des extrusions, de faire des choses que je ne veux pas. Ok? Et après, pour mettre donc d'autres éléments dans une collection, donc là, on va prendre le cône, l'icosphère, le plan, la sphère, le torus. J'appuie sur M. Là, j'ai mes collections en bas, vous voyez, et je sélectionne ma collection cube. Hop, voilà. Et là, je vais la renommer, donc F2 pour renommer une collection, et je vais la renommer géométrie, tout simplement. Voilà. Maintenant, je veux tout sélectionner, toute ma collection. Comment je fais? Bah, je sélectionne ma collection, clic droit, sélection objet. Et là, ça me sélectionne tous mes objets. Donc là, ça n'a pas marché. Hop. Ah oui, parce qu'elles sont pas sélectionnables, excusez-moi. Voilà, donc il faut recocher la sélection, forcément. Et on fait sélectionner objet. Et là, c'est bon. Ok? Voilà, donc je sélectionne toute ma collection. Et du coup, je peux la déplacer. Je peux activer un élément avec Shift-clic pour l'activer en actif et passer en mode Edit. Et là, je passe en mode Edit sur toute ma géométrie, vous voyez? Là, je peux modifier ma sphère. Je me dis, bah tiens, je vais cacher cette face. Là, je vais bouger cette arête. Là, je vais bouger ça. Là, je vais bouger ça. Et du coup, je peux modéliser sur plusieurs objets à la fois. D'accord? Donc l'importance des collections, c'est vraiment très sympa parce que du coup, ça vous permet d'avoir une bonne organisation au niveau de votre projet et du coup de pouvoir décocher facilement les éléments, de les afficher, de les enlever au niveau de la sélection pour les protéger et du coup d'avoir quelque chose de toujours propre. Ok? Ensuite, on va parler donc de la nomenclature qu'on conseille pour les projets. C'est qu'à savoir que donc un mesh qui est statique, donc un mesh qui ne bouge pas, un mesh qui n'est pas animé, s'appelle toujours SM pour static mesh underscore et le nom de l'objet. Donc là, c'est sm-cube. Enfin, pas cube avec 2 B, mais cube avec un B. Voilà, ok? Pareil, là, c'est mon sm cone, d'accord? Donc au lieu de renommer, je vais juste taper sm-cone. Donc ça, c'est pour des static mesh. Si j'ai un mesh avec un squelette, d'accord? Donc une armature, d'accord? Donc quelque chose d'animé. Donc là, on va prendre une armature d'oiseau, ok? J'ai mon armature, donc j'ai mon mesh qui est associé à mon armature, il est animé et tout. Là, c'est un mesh animé, donc c'est un mesh avec un squelette. Donc comment je le renomme? Bah, je le renomme SK oiseau. Donc SK pour skeletal mesh, d'accord? Donc SK squelettal, squelette. Ça, c'est la nomenclature qu'on conseille, ok? C'est pas, encore une fois, c'est un conseil, hein, vous faites comme vous voulez, mais ça vous permet d'avoir quelque chose de propre. Et là, grâce au moteur de recherche maintenant de l'outliner, j'ai juste à taper SK underscore, et je retrouve tous mes skeletal mesh. Vous voyez, j'ai pas à chercher dans ma liste, à dire, tiens, c'est dans quelle collection, dans quel truc, non. Je renomme mes mesh, SK, et du coup, tous mes SK seront identifiés par SK, tout simplement. Ok, donc ça c'est la première étape. Ensuite, bien renommer également donc vos groupes de vertex, parce que là quand je prends mon cube, certes je l'ai renommé SM cube, donc c'est parfait. Il s'appelle SM cube. Dans sa géométrie, il s'appelle SM cube, mais par contre ses vertex s'appellent toujours cube. Donc là, c'est à moi de le renommer SM cube. Ok, pour renommer le groupe de vertex de la même façon que l'objet. Ça a son importance parfois, mais c'est pas obligatoire encore une fois.
La carte UV, pareil, bien la renommer pour ne pas avoir des défauts d'organisation d'UV, hein, parce que la carte UV est propre à l'objet et propre aux éléments que vous lui associez. Donc moi, j'ai très peu renommé mes cartes UV, hein, quasiment jamais, mais c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous arrivez à adopter cette méthode, faites-le. C'est quand même mieux de renommer, bah voilà, ça c'est l'UV, ok, donc je nomme UV, underscore, cube, voilà, c'est l'UV de mon cube, tout simplement. C'est pas l'UV de mon cône, c'est pas l'UV global. Parce que toutes les cartes UV sont renommées cartes UV, vous voyez. De mon Taurus, c'est carte UV, c'est UV map même. Là, c'est carte UV, là, c'est carte UV, là, c'est carte UV, voilà. Mon plan, c'est carte UV. Tout est carte UV. Et du coup, je peux pas me retrouver sur la carte UV de, je sais pas, mon cône sans faire exprès parce qu'elle se nomme pareil. D'accord? Donc très attention à ça, surtout quand vous faites des exports et que vous travaillez avec plusieurs logiciels, pensez quand même à renommer vos cartes UV. Ça peut être important. Voilà, c'est juste le conseil que je vous donne. Ensuite, petite dernière astuce que je vais vous donner aujourd'hui, donc c'est pour les préférences. Quand on va ici donc dans l'éditer préférences, je vous invite à mettre un fichier temporaire global, et je dis bien global parce que souvent j'ai dit oui, il faut faire ça à chaque projet. Oui, il faut faire ça à chaque projet normalement, mais c'est très chiant d'y penser. Ça, je conçois. Donc du coup, on fait quelque chose de global, donc on va mettre fichier temporaire de façon globale, donc on crée un dossier pour le cache Blender, et comme ça, toutes les semaines, vous nettoyez votre cache pour avoir quelque chose de propre, d'accord? Donc bien penser à associer, ici dans fichier temporaire, un dossier à vous pour pouvoir le nettoyer facilement, d'accord? Voilà. Et sinon, une dernière chose par rapport aux collections, c'est qu'on peut mettre maintenant des couleurs avec un clic droit et on peut associer des petites couleurs sur les dossiers. Ça permet de les identifier de façon plus simple. Donc on se dit, bah tiens, la couleur rouge, c'est tous mes static mesh. Du coup, ça va être mes squelettales. Donc je vais mettre ici SK. Voilà. Et du coup, je vais lui donner la couleur verte. Voilà. Je vais mettre du vert pour les skeletal mesh. Et ça, c'est mon organisation. Du coup, je me dis, bah tiens, telle couleur correspond à telle chose. Pour les courbes, par exemple, si je crée une courbe, ça va être une couleur jaune. Voilà, j'ai créé un chemin. Donc là, vous voyez, elle se retrouve dans la collection de SK. Donc je fais M, nouvelle collection. On va mettre les curves. Voilà. Hop. Et là, ce dossier-là, je le donne en jaune. Voilà. C'est pour mes courbes. Ça permet d'avoir un petit visuel sympa pour s'organiser, quoi. Voilà. C'est la petite astuce des collections. Ok? Voilà, donc ça c'était pour l'organisation. Donc du coup, après je vous parlerai donc de la librairie d'assets sur la version 3.0 qu'on va aborder bientôt, mais pas pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je finis déjà les étapes globales et après on abordera des points un petit peu plus essentiels pour l'avenir. Ok? Mais voilà ce que je vous conseille. Hein. Donc du coup, vérifiez vos normales, toujours, positive, négative, donc bleu, c'est ok, rouge, c'est pas bon, faut la corriger. Pondérez vos normales, donc pour les redresser proprement et donner la vraie dimension au vertex, d'accord? Équilibrez votre géométrie, toujours, ayez toujours le même nombre de vertex en haut et en bas sur votre géométrie pour l'équilibrer, sinon ça donne des défauts de géométrie et d'ombrage, comme vous avez pu le voir. Renommez vos mèches, utilisez la nomenclature si possible, donc SM static mesh, SK skeletal mesh, C pour curve, T pour texture, d'accord? Quand c'est une texture, c'est T underscore le nom du mesh underscore la résolution underscore le type de texture, d'accord? Donc ça c'est ici, hein. Là je vais créer un nouveau matériel, vous voyez, quand je crée une nouvelle texture, toujours la renommer en T underscore, d'accord? Donc T majuscule, hein. Si j'y arrive, hop, voilà, T underscore, le nom de la texture, donc cube, là c'est pour mon cube, underscore, la résolution, donc là je vais la mettre en 1K, ok, underscore, et le type de texture que c'est. Là c'est la color, voilà, là c'est ma color, donc je la renomme color. Si c'est ma normale, je la renomme normale. Si c'est ma spec, je la renomme specular, ok. Si c'est la roughness, je la renomme roughness. Simplement. Toujours renommer les choses, d'accord? Ça c'est pour les textures, et pour les matériaux, c'est aussi simple, c'est dans les matériaux c'est M, donc pour matériel, underscore, et le nom du mesh, donc cube, ou le nom du matériel. Si c'est un cube en bois, je vais dire M bois. Comme ça, j'ai une texture de bois, un matériel de bois. Voilà, peu importe l'objet, après, je peux assigner mon M bois à mon cône, voilà, c'est le M bois. Par contre, si ça concerne l'objet, d'accord, si c'est cet objet-là que je veux texturer, c'est M et le nom de l'objet. D'accord? Pas le nom du matériel, hein. Le nom du matériel, c'est global. Si c'est un objet en particulier, c'est M, le nom du mesh. Ok? Voilà, c'est encore une fois un conseil, hein, c'est pas une obligation, mais ça vous permet d'avoir quelque chose de propre. Voilà, donc j'espère que cette session était bénéfique pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc vos retours, voilà, de me donner votre avis par rapport à cette session. La prochaine sera donc du coup lundi, d'accord? Donc ça vous laisse le week-end pour réviser un petit peu et du coup continuer à avancer sur vos projets. Et on se retrouve lundi pour la session 4 et d'autres points Blender. Ciao, ciao!